Alors donc bienvenue dans ce webinaire, excusez-moi pour ce petit dérangement. Nous sommes le vendredi 9 juin 2017. Aujourd'hui, on a eu les résultats des législatives britanniques. Donc on va voir ça ensemble. Et Theresa May qui a perdu plus de sièges qu'auparavant, alors qu'elle avait demandé, c'est elle qui a demandé d'avancer ses élections de 4 années, de 3 années, pardon. C'était normalement prévu pour 2020, c'était en 2017. Donc elle demande des législatives plus tôt et elle perd des sièges. Donc au final, c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour Theresa May. La livre sterling qui a perdu plus de 200 pips sur le GBP-USD, l'euro GBP a pris plus de 230. Bref, on va voir tout ça ensemble. Le scénario d'un hard Brexit, concrètement, il s'affaiblit puisque Theresa May perd en leadership. C'est elle qui tient la posture du hard Brexit. Sinon, les partis travaillistes, etc. ne sont pas pour. D'ailleurs, c'est les conservateurs qui étaient pour un hard Brexit et les camps d'extrême. Mais sinon, tout ce qui était travailliste, les Labour et toutes ces choses-là, enfin tous ces partis-là, pardon, ils n'étaient pas pour un hard Brexit. Voilà, donc le scénario d'un hard Brexit, il s'affaiblit. Trader de Forex et ou les CFD impliquent un niveau de risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors, excusez-moi, on regarde ce qui s'est passé un petit peu pendant la séance américaine d'hier et asiatique. Voilà, normalement vous devez être sur les performances passées. Donc on peut voir clairement les indices américains hier qui sont clôturés dans le vert. Dow Jones plus 0,18%, S&P 16, Nasdaq plus 0,36, le DXY qui rebondit, le T-Bond qui retrace, c'est une petite consolidation à moins 0,06%, les bons américains qui sont, enfin les bons à 10 ans qui sont sur des niveaux de support de moyen long terme. Donc c'est normal qu'ils creusent pas plus qui réduisent pas les taux, pardon, enfin que les taux ne descendent pas plus. Et du côté de la science asiatique, on a eu plutôt des indices pareils haussiers. Le gold qui a retracé, le yen qui retrace également. Donc on a clairement un appétit pour le risque qui se dessine aujourd'hui. Enfin, qui s'est dessiné, qui a commencé avant-hier, qui a continué hier et qui devrait continuer normalement aujourd'hui. Au niveau des annonces économiques de la journée, alors on a eu l'inflation chinoise qui a été publiée concrètement dans la lignée du consensus. Regardez, moins 1,5%, consensus 1,5%. Voilà, excusez-moi. Et la précédente, c'était 1,2%. Donc on a une inflation qui est, comme ce que prévoit le consensus, plutôt en légère progression. Ensuite, nous avons eu donc la balance des statistiques allemandes, une balance commerciale allemande qui était en repli. Bon, ça ne devrait pas pénaliser l'euro étant donné que le marché devrait être focalisé sur les législatives britanniques. Donc concrètement, cette annonce, elle devrait passer sans vraiment avoir d'impact sur le marché. Et enfin, 10h30, on aura la production industrielle du Royaume-Uni. Et voilà, ça sera concrètement la production industrielle, la balance commerciale qui sera suivie. Cet après-midi, taux de chômage canadien. Et voilà, concrètement, c'est tout ce qu'il y aura. Donc, une journée assez calme pour cette fin de semaine. Alors, on passe sur les marchés boursiers. Donc, le Nikkei, comme vous pouvez le voir, il évolue autour des 20 000 points. On va attendre la clôture hebdomadaire. Bon, la clôture hebdomadaire, de toute façon, la séance américaine, asiatique, elle va clôturer. Donc, elle est légèrement, vous voyez, de 13 points au-dessus des 20 000. Bon, c'est une semaine de baisse. Vous voyez, on a une semaine de baisse, mais concrètement, on reste au-dessus des 20 000. Et voilà, la tendance, elle reste haussière sur du hebdomadaire, sur du daily. Donc voilà, c'est une bonne chose. Le Shanghai Composite, pareil, on a une belle progression en weekly. Et le Hang Seng, pareil, une belle progression. Donc en fait, on n'a que le Nikkei qui était qui a une tendance en repli cette semaine, étant donné que le yen a en début de semaine rebondi. On avait vraiment des valeurs refuges, une aversion progression en début de semaine, et depuis mercredi, on a un appétit pour le risque, et donc le yen retrace. Voilà, donc ça, ça s'est compensé. On a eu une très mauvaise semaine au début pour Nikkei, et ensuite on a eu un léger rebond. Sur les indices européens, alors les indices européens, ils réagissent à la hausse. Ils réagissent à la hausse, tout simplement parce que les flux, ils
ils se réorientent. Ceux qui étaient sur la livre sterling, eh bien, payent de l'euro. Ils vont payer probablement du dollar US d'un point de vue mécanique, hein, pas pour des raisons, comment dire, rationnelles. C'est pas parce que le dollar US va mieux que hier ou avant-hier, mais simplement parce que le dollar US est sur des niveaux de support extrêmement bas. Et que donc le marché, puisqu'il est déçu par la livre, il ne va pas payer que de l'euro, il ne paye pas de yens, on l'a vu, il rebondit, donc il va payer de l'euro et du dollar. Voilà, c'est les principales, c'est le mouvement du marché. Voilà. Donc le CAC qui rebondit, 5317, on a une croissance française qui a augmenté. Donc on a une bonne croissance qui soutient le CAC. Le CAC était sur un niveau de support important. Voilà, donc là, l'objectif, bon, en intraday, je pense qu'honnêtement, 5316, moi, j'irai pas chercher plus loin, surtout un vendredi. Après, pour ceux qui sont les plus agressifs, vous pouvez pourquoi pas aller chercher 5335 points. Donc, il y a encore une petite vingtaine de points à aller chercher au maximum. Ensuite, au-delà de ce niveau, je pense que pour un vendredi après-midi, ça n'est pas très, comment dire, sûr. Voilà, ça serait très peu probable qu'on dépasse ce niveau-là. Voilà. Donc, si c'est haussier, oui. 5335. À moyen terme, je réitère le scénario de payer les 5175, le support mensuel. Alors oui, il faut être patient, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas un rebond direct. Mais voilà, concrètement, le support mensuel, on peut dire qu'il tient. C'est plus une zone hein, qu'un support précis en termes de pips. Mais voilà, c'est une zone que je surveille pour passer à l'achat et qui, pour le moment, eh bien, est valide. Hein. Ça fait depuis le mois de l'élection la qualification d'Emmanuel Macron au second tour que le cours rebondit sur ce niveau-là. Voilà. Donc concrètement, la stratégie, c'est achat sur le niveau de support, un stop en dessous du précédent plus bas, donc ici, et voilà, on vient viser sur du court terme ce niveau-là, à moyen long terme, on vient viser les 5405. Le DAX qui se tient un peu mieux, hein, qui a la meilleure, j'ai envie de dire, santé haussière que les autres indices européens. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une tendance, alors que le CAC, c'est du range trading à court terme. Donc le DAX, il est haussier, direction les 12 000, donc résistance à 12 824. Au-dessus de ce niveau-là, ça sera le précédent plus haut testé le 2 juin dernier, la semaine dernière, donc 12 870 points. Comme vous pouvez voir, on a un affaiblissement. Hein. Donc attention, ne soyez pas trop gourmand aujourd'hui sur les marchés. Il y a très peu d'annonces économiques, donc tout ça va se jouer à l'analyse technique. Donc voilà, surveillez bien les supports et résistances. C'est la chose que je peux vous conseiller. L'Eurostoxx également, si vous achetez ou vous faites quoi que ce soit sur le CAC et le DAX, ayez quand même une analyse sur l'Eurostoxx. C'est-à-dire que si l'Eurostoxx est baissier, sachez que l'Eurostoxx est composé à, on va dire, 40% de valeur du CAC, 30% de valeur du DAX, et le reste, ça va être de valeur espagnole, italienne. Voilà, donc si vous êtes haussier sur le CAC, mais que vous êtes vendeur sur l'Eurostoxx, voilà, c'est que vous êtes très short sur le DAX, IBEX et le MIB. Sinon, voilà, essayez de converger votre analyse. Essayez d'acheter, enfin, si vous êtes acheteur du CAC, ayez une analyse haussière sur l'Eurostoxx. Si ça diverge, limitez votre risque. Diminuez la taille de votre position, etc., etc. Voilà, donc l'Eurostoxx, il est également haussier, 3600, voilà, le test à 3600, et voilà, concrètement, c'est bullish aujourd'hui pour les indices européens, sans grande surprise. Hein. L'IBEX, alors je m'intéresse de plus en plus à l'IBEX, c'est un actif qui m'intéresse. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Espagne, elle publie des indicateurs économiques plutôt très très bons. Il suffit de regarder un petit peu sur, je ne sais pas si vous connaissez ce site, c'est tradingeconomics.com, un site qui publie les indicateurs économiques, donc inflation, PIB, taux de chômage, salaire, etc., de plein de pays. Et donc vous allez sur l'Espagne, vous comparez Espagne zone euro. Alors on va juste regarder l'Espagne, la zone euro, on a un petit peu en tête. Hein. On a un petit peu en tête les chiffres macroéconomiques. Alors l'Espagne qui, bon, l'Espagne ici. Voilà, regardez un petit peu la croissance du PIB. Alors PIB, taux de croissance annuel.
Voilà, 3% de taux de croissance annuel. Donc c'est bien au-dessus de l'objectif des 2% de la BCE. Dernière publication, il me semble que le PIB de la zone euro était à 1,9. Taux d'inflation 1,9 contre 1,4 pour la zone euro. Taux de chômage, il est encore élevé, 18,75, il est extrêmement élevé, mais regardez la tendance, c'est ça qui compte, c'est la tendance qui est baissière. Et donc, le marché qui a de plus en plus confiance parce qu'il voit des indicateurs économiques qui progressent. Et donc, l'IBEX, meilleure performance depuis le début de l'année sur les indices de la zone euro. L'IBEX fait 16,88%. Maintenant je suppose qu'il fait 17%. On regarde. Donc year to date, pourcentage. Donc c'est 17%. Voilà, il fait 17% autant que le Nasdaq. Hein. Voilà. Pour vous donner un titre de comparaison, le S&P fait 6-7%, le CAC fait 9%, 9-10%. Le DAX 11-12. Voilà, donc vraiment l'IBEX qui est loin devant tous les autres indices de la zone euro. On retrouve également hein, le PSI, l'indicateur portugais, on va retrouver l'indice grec également qui fait plus 22%. Je ne l'ai pas compté dedans parce que lui il est particulièrement bas, donc c'est normal qu'il retrace. Mais voilà, moi concrètement l'IBEX, si j'avais un scénario, j'en ai un d'ailleurs, c'est de revenir sur les précédents plus hauts de 2015. Voilà, c'est celui, si on compare le CAC, DAX et Eurostoxx, c'est celui qui est le plus en retard. Après, on peut regarder également le MIB, etc., etc. Mais une stratégie que je vais vous donner là, regardez le MIB, donc Italian MIB, donc c'est l'indice italien. On peut regarder l'Eurostoxx, donc Eurostoxx 50, CAC 40 et le DAX. Voilà, on va faire un petit graphique joli. Alors, le vert, c'est l'indice italien, le MIB. En bleu, ça va être, alors en bleu clair, ça va être le CAC 40, non, l'Eurostoxx, pardon, on va mettre en bleu foncé l'Eurostoxx. En bleu clair, le CAC 40. Le DAX en rouge. Et enfin, le MIB en jaune, jaune-orange. Ah bah voilà, parfait, il est en jaune. Donc voilà, regardez, là c'est les plus hauts de 2015 qui ont été atteints. Le DAX a dépassé, le CAC a dépassé, l'Eurostoxx est juste en dessous. Ensuite vient le MIB qui a un plus haut. Vous voyez, il y a quand même, il y a encore une marge. Il y a pardon. Alors il y a 112 barres, donc non c'est pardon. Alors, non, c'est en pourcentage, excusez-moi. Bon, on va calculer en pips juste après. Il me semble que c'est 600 ou 700 pips, 700 points, pardon, à aller chercher pour chercher les plus hauts. Et ensuite, le MIB qui est très affecté par le secteur bancaire. Comme vous le savez, le secteur bancaire italien est assez instable, alors que le secteur bancaire espagnol a su se réformer depuis 3 ans. Il y a eu beaucoup de fusions. D'ailleurs, récemment, on a eu Santander qui a acheté la Banco Popular pour 1 euro symbolique, mais qui a besoin de recapitaliser 7 milliards à cause des créances douteuses. Voilà, mais concrètement, il y a eu beaucoup de fusions sur le marché sur le marché espagnol, ce qui était exigé par la Commission européenne pour renforcer le système bancaire. Le système bancaire italien n'a pas su se réformer, n'a pas su se fusionner et donc qui est très instable. En plus, il y a beaucoup de créances douteuses en Italie et donc voilà, le secteur italien qui pénalise tout simplement le secteur bancaire qui pénalise l'indice italien et le secteur bancaire européen. Donc le secteur bancaire européen, il a une marge de progression très importante que je vais vous faire voir juste après. Mais bon, le MIB, comme vous pouvez le voir, il y a une marge de progression encore plus importante. Et si on regarde le PSI, alors PSI index, PSI 20, voilà, PSI index. Alors non, je n'ai pas. Bon, tant pis. Donc voilà, c'était juste pour vous faire voir un petit peu cette analyse. Donc personnellement, l'IBEX, moi je vise un retour. Voilà, retour à 11 750 dans les prochains mois. Tout simplement le rattrapage du retard des indices des pays du Sud. Voilà, donc là nous sommes à, alors à combien sommes-nous? Non,
on cherche 11 750 et 11 750, autant vous dire que c'est le minimum parce que le DAX a dépassé les plus hauts, le CAC a dépassé les plus hauts, l'Eurostoxx est juste en dessous des plus hauts, il manque peu pour qu'il les casse. Donc concrètement, la tendance haussière est là, 11 750, c'est juste le premier objectif de moyen long terme. Là, on est à 11 000 concrètement l'IBEX, donc il y a 750 points à aller chercher. Voilà. Voilà un petit peu mon analyse, mes prévisions sur l'IBEX que je voulais vous partager et que j'essaierai de vous partager une fois de temps en temps. C'est pas un actif qui est très cherché par les traders français, mais bon, je pense que c'est intéressant. Je pense que la tendance, il y a vraiment une super-performance déjà des indices de la zone euro et encore plus des indices des pays du Sud. Donc si on veut chercher vraiment la performance, on vient chercher les indices des pays du Sud de l'Europe. Alors sinon, le DAX, donc j'ai dit, on a fait les objectifs pour les indices. On passe sur les paires majeures. Alors GBP-USD, c'est la première paire qui me vient à l'esprit aujourd'hui. GBP-USD, c'est baissier. Alors baissier jusqu'à où? Eh bien là, concrètement, on vient aller chercher le support mensuel, 1,2575. Je ne sais pas si ça va être atteint dans la journée, honnêtement. Mais voilà, la tendance est clairement baissière. Donc si c'est pas atteint dans la journée, ça sera atteint prochainement. Moi, personnellement, c'est le prochain niveau vraiment de support que je constate. Bon, il y a 1,2650 en intermédiaire. Prise de bénéfice à 1,2650, ça peut être intéressant. Mais voilà, il y a vraiment une pression vendeuse. Il y a un rachat de la livre à court terme, comme vous pouvez le voir. Mais la séance américaine n'a pas encore pris connaissance de ce résultat des votes. Et donc, c'est purement spéculatif, mais on peut s'attendre à lorsqu'il y aura l'ouverture des marchés américains, eh bien Wall Street qui short, qui vend la livre et qui donc fait de nouveau pression sur la livre sterling et donc sur le GBP-USD. Voilà, donc objectif de moyen long terme, on vient chez les 1,2550. Euro-GBP, c'est bullish. Voilà. Cassure des 50% de retracement de Fibonacci de la tendance baissière en place depuis le début de l'année, comme vous pouvez le voir ici. Alors H4, vous voyez la tendance baissière depuis octobre 2016. Le cours vient de confirmer la cassure de 50. On avait eu un test, rebond 68,2, impulsion, cassure de 50, cassure également d'une clôture mensuelle, et là on vient chercher la clôture mensuelle. Voilà. 0,8842, donc c'était l'objectif que j'ai donné dans mon article de ce matin. Donc j'ai fait un live pour législative, et comme vous pouvez le voir, l'euro GBP, l'objectif, prochaine zone de résistance, 0,8842. Voilà, et maintenant c'est 0,8877. Voilà, donc concrètement c'est ça c'est cette zone-là, 0. Bon, on a eu un pullback, il y a une prise de bénéfice sur cette zone-là, ça ne m'étonne pas du tout. Maintenant, quelle zone acheter? Moi, je dirais que 0,8766, un pullback sur 50%, ça serait l'idéal pour acheter. Maintenant, un très très bon signal de hausse, ça serait une clôture hebdomadaire, donc clôture de ce soir, vendredi soir, au-dessus des 50%. Ce serait un fort signal haussier et dès lundi matin, on pourrait passer à l'achat et viser les 0,8842, 0,8877. Sachant que l'euro n'est pas à son apogée aujourd'hui, ni ne l'a été hier, comparé aux semaines précédentes, et donc on n'a aucune impulsion on a quasiment aucune impulsion venant de l'euro dans cette tendance. Voilà, donc c'est exclusivement dû à la livre. Dès que l'euro rebondira, eh bien pareil, on ira chercher à terme les 0,90. Donc voilà, une clôture au-dessus des 0,8766, ce sera positif. On pourra acheter sur du swing pour viser 0,8842 de nouveau, 0,8877 et à terme les 0,90. À court terme, il y a beaucoup de momentum, beaucoup de volatilité, donc c'est compliqué. Je vais vous donner juste deux bornes, 0,8666 et 0,8842. Voilà. L'objectif, l'idéal, ça serait de payer et vendre ce niveau de support et résistance. On passe sur l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, comme vous pouvez voir, l'euro ne réagit que peu. C'est l'euro GBP, il a réagi, c'est que parce que la livre se dégrade. L'euro-dollar, il revient sur les 1,119. Bon là concrètement, je pense à un niveau de support qui se paye. 1,12, 1,1180, 1,1167, 1,1167 ce serait l'idéal. Honnêtement, l'euro-dollar, on arrive sur des niveaux de prix très intéressants. Sur du H4, on n'a pas de divergence. Sur du H1, on n'a pas de divergence non plus. Donc concrètement, on a un potentiel baissier encore
On a encore une marge baissière, une marge de progression à la baisse. Dès qu'on aura une divergence en H1, je serai sous alerte. Et dès qu'on aura une divergence sur H4, ça sera le moment de payer l'euro-dollar. De payer l'euro. Voilà. Donc voilà ça. En fait, j'attends ce même. Alors. Pardon, voilà, c'est ici. Vous voyez, en D1, on a une divergence baissière. Et c'est la même chose que nous retrouvions, je m'en souviens que j'avais tweeté ici. Voilà. On avait une divergence baissière ici. Nous sommes d'accord. Mais qui n'a pas été validée, parce qu'on n'a pas eu la cassure de 50. Donc en fait, le cours a que été sous pression et ensuite a rebondi sur 50. Et donc là, l'euro-dollar, je pense que on peut encore attendre un petit peu, quoique on est sur un mode mobile à 20 jours. Mais bon, attendons juste un rebond, plus le RSI qui rebondit également. Et là, on aura, vous voyez, en fait, un chandelier similaire à celui-ci. Et là, on aura un parfait signal haussier. Honnêtement, ce sera le moment de rentrer sur l'euro-dollar. Maintenant, pour ceux qui sont impatients, je pense que 1,12, 1,1160, c'est une zone intéressante pour passer à l'achat. Mais bon, il y a une marge baissière encore exploitable. Enfin, exploitable. Encore possible. Mais voilà, en tout cas, moi j'attends ce scénario-là. J'attends un vrai chandelier de hausse. Rebond du RSI, chandelier bullish, rebond sur niveau de support, et là, c'est achat euro-dollar. Voilà. DXY, pour le moment, il rebondit. Il rebondit, alors comme je vous le dis, c'est pas dû à des statistiques, c'est pas dû à Comé. Comé n'a aucun impact sur le DXY, sur le dollar US. Mais concrètement, c'est juste technique. Hein. On a une divergence haussière, regardez sur le RSI Daily, divergence haussière, pour ceux qui la remarquent pas. C'est pour ça que depuis le début de la semaine, je m'abstiens de vendre le dollar US. Dans mes webinaires, je m'abstenais. Tout simplement parce qu'on a une divergence qui n'est pas encore validée. On arrive sous 50. Donc, soit ça va échouer et ce sera le moment d'acheter l'euro-dollar, ou soit on a le cassure et l'euro-dollar peut aller encore beaucoup plus bas. Mais bon, on a une divergence haussière, donc pour le moment, le dollar, ne restons pas vendeurs sur du court terme. Acheter, je pense c'est assez délicat d'acheter du dollar, peut-être en intraday, étant donné que le momentum il est haussier, mais voilà, en swing trading, honnêtement, je m'exposerai ni à l'achat ni à la vente sur le DXY, surtout que la prochaine réunion de la Fed, c'est le 14 juin, c'est mercredi prochain, donc il y a plus que 3 séances de bourse sans compter celle-ci, donc ça arrive très rapidement. Alors on continue, l'USD Yen, les paires en Yen, regardez le JXY, qui est le Yen Index, bon il est baissier sur du court terme, donc l'USD JPY, voilà, il rebondit, c'est tout à fait normal, c'est le rebond du dollar US, en H4, le RSI a cassé 50, là concrètement, moi mon objectif que j'ai donné hier sur Twitter, c'est objectif à 110,66. Voilà, c'est la zone de résistance. On regarde l'USD CAD. On fait un tour des paires majeures et ensuite j'ai des paires intéressantes à vous faire voir, des paires mineures. USD CAD, bon, on n'a pas vraiment de tendance, dollar qui est bullish, le pétrole, alors il me semble que le pétrole a rebondi hier, donc en fait on a une balance qui s'équilibre. Ouais, et on a eu un léger rebond en sens américaine, et bon là ça se replie, support à 45 $, donc concrètement USD CAD, on a l'USD qui est bullish, donc l'USD qui pousse vers le haut, et le CAD qui est baissier, et qui donc pousse vers le haut. Voilà, donc l'USD CAD, là concrètement, à court terme, je pense que le cours peut venir chercher les 1,3539. NZD USD. Dollar néo-zélandais qui est assez fort en ce moment. NZD USD, alors, voilà, l'objectif 0,7190 a été atteint. Quel objectif maintenant? Bon, bah, à terme 0,7311. Cet objectif-là sera atteint grâce à la baisse du dollar US. Voilà, à mon avis, ça ne sera pas atteint grâce au dollar néo-zélandais qui se situe sous un niveau de résistance. Regardez, le dollar néo-zélandais index. Voilà dans quelle configuration il se situe. Il est dans un canal descendant et il est juste en dessous de sa résistance. Donc l'impulsion haussière du NZD-USD ne viendra pas
du dollar néo-zélandais, mais de la baisse du dollar US. L'AUD-USD, on a une légère prise de bénéfice. Là, concrètement, la stratégie, c'est qu'on attend le retour de l'AUD, retour RSI à 50, ce qui coïnciderait probablement avec le retour sur les 0,75. 0,75 achat, si bien évidemment le dollar US est orienté à la baisse, et on vise les 0,76. Pour vous donner un ordre d'idée, l'AUD-USD, l'euro-dollar, l'AUD-CAD, l'euro-CAD, c'est des paires qui affichent les meilleures performances depuis le début de l'année. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'euro est bullish depuis le début de l'année, le AUD est bullish, et le dollar et le CAD sont bearish. Voilà, donc, ce qui fait que sur du moyen long terme, l'AUD-CAD, achat AUD-CAD, achat AUD-USD sont des bonnes stratégies, et achat euro-dollar, achat euro-CAD sont également des bonnes stratégies. Alors, il ne faut pas le faire n'importe quand, mais quand on a un baril de pétrole qui s'approche des 55 $, qui a un plafond, tout simplement, les 52 $ même qui a un plafond de verre qu'on ne voit pas, mais à chaque fois ça short à 52, 53 $, le baril, eh bien c'est le moment, un bon moment pour acheter l'euro-CAD. Voilà. Et pareil pour acheter l'AUD-CAD. Là, étant donné que le CAD, le pétrole est sur un niveau de support, et donc le CAD est sur un niveau de support, il est fort probable qu'il rebondisse, donc le CAD rebondit, et ce qui aurait un impact négatif sur les paires AUD-CAD et EURO-CAD. En tout cas, ça ferait pression dessus. Donc l'AUD-CAD, l'EURO-CAD, il faut éviter les achats quand le pétrole il est sur des niveaux de support très forts. Voilà. Voilà donc pour ces paires, ce tour des paires majeures. On a l'USD-CHF, mais bon, l'USD-CHF, concrètement, c'est l'euro-dollar retourné. Hein. Regardez, l'euro-CHF, on va mettre l'euro-dollar et on le compare avec le CHF-USD. Donc on est d'accord, CHF-USD, c'est l'inverse de l'USD-CHF. Voilà, concrètement, USD-CHF sur l'euro-dollar. Corrélation totalement positive, étant donné que le franc suisse, la monnaie, l'économie suisse vit grâce à l'Union européenne. C'est-à-dire que la majeure partie de son PIB est réalisée au sein de l'Union européenne, grâce aux pays de l'Union européenne. Donc si l'Union européenne va mal, si la zone euro va mal, pardon, eh bien le franc suisse est shorté. L'USD-CHF. Donc on retourne dessus. Donc Eurodoll, je pense qu'il peut venir sur un niveau de support. Donc l'USD-CHF, il y a encore une marge de progression. Moyenne mobile à 20 jours, peut-être. 0,9749. En tout cas, c'est le prochain niveau de support que je surveille. Voilà donc pour ce qui est des paires majeures, les paires mineures, donc je vous l'ai dit, l'AUD-CAD, l'AUD-USD. Alors, chose à regarder aussi quotidiennement, c'est la surperformance de l'AUD ou du dollar néo-zélandais. Lequel surperforme? Comme vous pouvez le voir depuis le début de la semaine, on n'a pas vraiment de surperformance. Ici, c'était le dollar néo-zélandais qui surperformait. Là, on a eu un rebond, un petit peu le dollar AUD qui s'est repris. Mais bon, pour le moment, on n'a pas vraiment de tendance. À long terme, on a cette ligne de tendance haussière qui vient chercher les points bas depuis le mois de septembre, août-septembre 2016. Et donc, on peut s'attendre à une surperformance de l'AUD. Mais bon, c'est spéculatif. On va attendre une divergence haussière sur l'AUD-NZD du RSI, une cassure des 1,05 qui est à un niveau de résistance élevé, qui correspond au seuil psychologique, mais également à une résistance mensuelle. Donc dès qu'on aura une coïncidence avec une divergence haussière du RSI et la cassure de cette zone-là, ça sera sous-performance de l'AUD, et donc ce sera achat AUD-USD, achat AUD AUD-CAD, achat AUD-Yen. Voilà. Petite parenthèse, les paires en Yen, si vous regardez un petit peu en H4, alors excusez-moi pour cela, paire en H4, on n'a que des divergences haussières. Regardez ici, divergence haussière, ici, divergence, on garde euro-yen, divergence, alors ici, une divergence petite, on regarde NZD-yen, alors NZD-yen, tout simplement, il n'y a pas eu de divergence parce qu'il a fait que de progresser. Donc voilà, AUD-yen, divergence haussière, euro-yen, divergence haussière, donc on a un signal de vente sur le yen japonais. Et l'euro et l'AUD toujours haussé, c'est bullish.
Donc voilà, écoutez, on passe sur les matières premières et ensuite nous avons fini. Je vois qu'il y a pas beaucoup de il y a pas de questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Le gold qui arrive sur un niveau de support intéressant après son plus haut annuel réalisé en début de semaine, enfin milieu de semaine à 1295 environ. On a cette ligne de tendance haussière qui vient attraper les points bas depuis le début de l'année, mis à part cette petite comment dire, excursion en dehors de cette ligne de tendance, mais voilà, si on vient chercher les points bas de fin d'année 2016 et mars, le cours est dessus. Plus on a cette ligne de tendance haussière, ce biseau ascendant, dans lequel le cours évoluait depuis mi-mai, qui a été cassé, et là le cours revient. Voilà, donc là, personnellement, moi je pense qu'on est sur un niveau de support intéressant. Maintenant, l'idéal, je, je préfère être honnête avec vous, ce serait un retour sur les 38,2%, voire 50% de retracement de Fibonacci. 1255, honnêtement, quand on sait que l'or fait mieux que le S&P 500, quand on sait que l'or fait mieux que le CAC depuis le début de l'année, ne pas l'avoir dans son portefeuille alors qu'on a du S&P ou du CAC, ça serait dommage. Donc moi, ce que j'attends, honnêtement, ce que mon analyse, ce qu'elle invite, c'est d'attendre des retracements du gold pour payer. Je ne m'attends pas, j'ai aucun scénario de vente du gold sur du moyen long terme, sachant que le gold, voilà, comme je vous l'ai dit, on regarde le gold sur un graphique vierge, voilà, XAU USD en year to date, donc depuis le début de l'année, d'accord. On compare, on va le comparer au S&P, on va le comparer au CAC 40, voilà, regardez, le gold fait mieux que le CAC, que le S&P, on peut regarder quoi par rapport à, on peut regarder que des indices, mais là concrètement je vois pas d'actif majeur intéressant. Bon, le FTSE, il est bien en bas. D'ailleurs, on n'a pas fait une analyse de FTSE, je vais le faire juste après. Bon, le Nasdaq, c'est un indice indépendant dans le sens qu'il est à valeur technologique, donc forcément, les GAFA qui ont plus de 10% de capitalisation boursière, environ 13 voire 15% de valeur, enfin, qui composent le Nasdaq. Donc forcément, dès qu'on a une hausse d'Apple, de Google, Facebook, Amazon, Microsoft, toutes ces valeurs énormes, toutes ces capitalisations énormes, eh bien on a Nasdaq qui est tiré vers le haut. Donc le Nasdaq, on ne prend pas vraiment pour un indice de référence. C'est pas un indice de référence, un indice de référence que pour les valeurs technologiques. Voilà, mais on ne va pas utiliser l'indice Nasdaq pour représenter l'économie américaine. Le S&P 500, c'est celui-là qui est utilisé pour représenter l'économie américaine et c'est celui-là qui est utilisé pour faire des benchmarks des hedge funds. C'est-à-dire que les hedge funds, le but d'un hedge fund, donc un fonds d'investissement, c'est toujours de faire mieux que le S&P. C'est de faire chaque année mieux que le S&P, sinon ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Donc, comme on peut voir, l'once d'or fait mieux que le CAC, le S&P, que l'once d'or. Donc, pour ceux qui sont que le FTSE, pardon. Donc, pour ceux qui sont à l'achat sur le CAC et le S&P, ça serait dommage de ne pas profiter de la hausse de l'once d'or. Donc, ce qu'on attend, enfin moi ce que j'attends personnellement, c'est qu'on ait un pullback intéressant. Qu'est-ce que c'est un pullback intéressant? Alors, on prend le point bas, le point haut. Là, on a un niveau, on a un autre et on a un dernier. 61,8, honnêtement, ça me semble peu probable. Mais bon, 38,2, 50% de retracement avec une bonne gestion de risque, avec un stop bien placé, on peut avoir potentiellement une bonne position qui peut être profitable si on utilise des extensions de Fibonacci. Donc, on utilise les extensions, point 1, point bas, point haut. Le retracement, on va imaginer qu'il est à... Mince. J'ai pas utilisé retracement des extensions. Extension. Donc, point bas, point haut. On imagine qu'il, on va dire, retrace entre 38,2 et 50% pour couper la poire en deux. On regarde. Voilà, l'objectif, ce serait 1342. Objectif théorique. Hein. À savoir que on n'a pas fini cette phase-là. Hein. Cette tendance-là, elle n'a pas été finie. Donc, c'est celle-là qu'il faut regarder. Premier objectif, c'est 1312. Hein. Donc là, les résistances, on a 1295, 1300, et ensuite, c'est 1312. C'est l'objectif théorique des extensions de Fibonacci. Voilà. Voilà, donc le gold, moi, personnellement,
j'ai un avis baissier à court terme, on arrive sur les niveaux de support, peut-être ça peut aller un peu plus bas, en tout cas on attendra le rebond, un rebond du RSI, un rebond du cours pour l'acheter et viser des nouveaux sommets annuels, tout simplement. On termine par le pétrole et enfin le FTSE. Pétrole, il arrive sur un niveau de support, 45,39, niveau de support à 45. Moi, mon opinion, c'est spéculatif, encore une fois. Enfin, pour ce scénario-là, c'est spéculatif. Zone où l'OPEP pourrait agir sur le marché, c'est entre 45 et 43 $. Pourquoi? Eh bien parce que l'OPEP, en novembre dernier, c'est ce chandelier-là, avait, c'était le jour, la semaine, où l'OPEP avait signé son premier gel de la production. C'est-à-dire qu'à ce niveau de prix-là, l'OPEP n'était pas satisfait du cours du pétrole, le voulait plus haut, et donc a agi sur le marché pour la première fois. Là, concrètement, 45-43 $, c'est une zone où l'OPEP pourrait décider de geler encore plus sa production, chose qu'il n'a pas fait le 25 mai dernier, ce qui est relativement aussi intelligent, dans le sens qu'elle a gardé une cartouche, une munition, c'est-à-dire que maintenant, elle peut agir sur le marché. Elle a un moyen de pression. C'est-à-dire qu'elle peut dire d'un moment ou à un autre, si elle le décide, eh bien qu'au lieu de geler 2 millions de barils par jour, eh bien ils vont en geler 4. Voilà, c'est un exemple. Donc pour moi, 45-43 $, c'est une zone, si vous êtes à la vente, je vous invite à prendre des bénéfices sur cette zone de prix-là, parce qu'on n'est pas à l'abri que l'OPEP agisse sur le marché. Voilà. Le FTSE, on termine. Alors le FTSE qui est en repli, voilà, suite aux élections. Moi, j'ai pas grand mot à dire. On va faire que l'analyse technique. L'analyse technique, le RSI est sur 50, est en train de le casser. Là, c'est concrètement pullback sur le précédent plus haut à 7429 points. Donc, il y a une vingtaine de points à aller chercher. Après, la tendance, elle est clairement haussière. Hein. Elle est tirée par l'appétit pour le risque. Donc voilà. Et tirée par un livre sterling qui est plutôt faible. Donc, le FTSE est haussier sur du moyen long terme. Tant que les négociations n'ont pas vraiment commencé. Elles devraient commencer dans les prochaines semaines. Voilà, écoutez, il n'y a plus de questions. Merci à vous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous sur le site daillyfx.fr pour les articles. Et voilà, excellente journée à vous tous. Pour ceux que je ne retrouve pas sur le site, excellent week-end. Et à lundi pour le webinaire quotidien. C'est-à-dire qu'à partir de lundi, nous aurons, mon webinaire sera quotidien, donc lundi, mardi, du lundi au vendredi à 9h heure française, dans cette même salle de trading. Merci à vous et bonne journée.